Voilà, nous sommes en ligne. Donc, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez petit à petit sur ce webinaire. Voilà, je vais laisser encore 1 ou 2 minutes pour que les personnes qui se connectent rejoignent la salle virtuelle dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. On peut peut-être signaler que tout à l'heure, on va faire une séance d'hypnose autour du sommeil, de la relaxation et du sommeil. Donc, ce qui sera amusant, c'est que vous puissiez en définir le thème. Si vous avez envie, je ne sais pas, de voyager loin vers une île paradisiaque ou dans un pays légendaire ou peu importe. Ce qui sera amusant, c'est que vous lanciez le thème, vous le proposez en chat, et puis à la fin, comme ça, je vais pouvoir choisir celui qui me parle le plus et puis le faire en direct avec vous. Ce qui est formidable avec l'hypnose, c'est que c'est vraiment une discipline littéraire, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel background, pour utiliser un bon gros anglicisme, et le transformer en quelque chose d'utile et efficace. Et puis surtout, quand on parle de relaxation, de sommeil, on peut se permettre vraiment toute la créativité que l'on souhaite. Il n'y a pas vraiment de limite. Donc, je serais curieux que vous me mettiez à l'épreuve avec un thème de votre choix. Ça va être très sympa. Oui. Alors, ça y est, nous avons la plupart des personnes inscrites qui se sont connectées. Donc, nous allons commencer officiellement. Donc, bienvenue à tous officiellement qui nous rejoignez pour ce premier webinaire organisé par les éditions du Rocher. Chaque mardi à 21h jusqu'au 15 décembre, vous pourrez donc retrouver les auteurs sur des sujets aussi divers que la vie en famille, notamment avec des enfants neuroatypiques, l'écologie et les éoliennes, la transmission intergénérationnelle et des sujets santé sur le foie, l'immunité, les reins. Nous avons tout un programme jusqu'au 15 décembre. Et le thème de ce premier mardi soir est « Comment bien dormir grâce à l'hypnose ». Donc, vous pourrez suivre en direct, comme le disait Monsieur Lubzinski, une séance d'hypnose sommeil 100% inédite lors de ce webinaire. Mais avant ça, Benjamin Lubzinski va nous parler des stratégies à employer afin d'utiliser efficacement l'hypnose pour dormir. Il répondra donc aussi en live à toutes les questions que vous pouvez avoir sur les insomnies et les troubles du sommeil en général. Benjamin Lubzinski, vous êtes praticien en psychothérapie brève, hypnothérapeute et coach. Vos vidéos YouTube d'hypnose font chaque mois 1 million de vues. Donc, vous permettez à autant de personnes de dormir. Merci. Vous animez aussi un podcast inspiration pour le Figaro. Vous avez écrit un livre très utile et efficace qui s'intitule « Bien dormir, ça s'apprend ». Je l'ai ici. Dans lequel il y a même un CD avec 10 heures d'hypnose et de méditation. Ça peut être aussi téléchargé sur le net, hein, évidemment, pour ceux qui n'ont plus le lecteur CD, oui. C'est tout à fait faisable et facile. Oui, sinon dans la voiture, après tout. Dans la voiture, il le précise à chaque fois. Mais bon, aux États-Unis, par exemple, on précise sur les fours à micro-ondes qu'il ne faut pas mettre de chat dedans. Donc, oui. Précaution un peu superfétatoire. Mais bref, si vous êtes en train d'écouter ce webinaire en voiture, il vaut mieux éviter. Hein. Voilà, en tout cas, bon, moi j'ai beaucoup aimé donc ce livre et ces heures de méditation. Donc ce que nous allons faire, donc pour ceux qui ne sont pas familiers des webinaires, je réexplique un petit peu le concept. Dans un premier temps, Benjamin va exposer son sujet. Pendant ce temps, je suis là pour noter toutes les questions que vous pouvez avoir sur le chat. Alors, je pourrais peut-être pas toutes les poser, mais en tout cas, je suis là pour ça. Sachez également que c'est normal si là vous ne voyez pas les questions des autres. Pour des raisons de confidentialité, il n'y a que moi et éventuellement Benjamin qui pouvons les lire. Voilà, donc le webinaire est bien sûr enregistré. Vous recevrez un lien pour le réécouter si vous le souhaitez dans les jours à venir. Le temps pour le développeur de le mettre sur une plateforme et de vous l'envoyer. Voilà, eh bien, je vous laisse du coup, Benjamin, si vous voulez bien exposer votre sujet et je vous mets en grand.
Avec grand plaisir. Et je Voilà. viens de regarder le chat. Je reconnais plusieurs noms qui me sont très familiers et très sympathiques. Et puis pour ceux que je ne connais pas et pour tous ces messages très gentils qui apparaissent au fur et à mesure, un grand merci avant de commencer. C'est un vrai plaisir que de pouvoir avoir l'impression d'être là, présent avec vous et puis de pouvoir aborder un sujet qui m'est cher et qui est le sommeil, surtout que au moment où on fait ce webinaire, on est dans une période de confinement et donc les problématiques de sommeil qui se posent habituellement sont décuplées. Elles sont décuplées pour plein de raisons, parce qu'on est davantage stressé, mais aussi parce qu'on fait moins de sport, et puis également parce qu'on est moins exposé à la lumière. Donc ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est autour de ces deux thèmes. C'est tout d'abord comment préparer son sommeil, c'est-à-dire avec l'hypnose, je vous expliquerai pourquoi, on arrive vraiment bien à s'endormir. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas parce on s'endort facilement et qu'on dort 8 heures que le sommeil est forcément de bonne qualité. Il faut qu'un sommeil ait suffisamment de sommeil lent et profond. Il faut s'endormir à un même horaire. Donc on peut avoir finalement en quelque sorte enregistrer de très très bons scores pour son sommeil et puis finalement être encore fatigué. Donc on va parler de la manière de préparer son sommeil pour qu'il soit facile, pour qu'il soit de bonne qualité. Et puis après, je vous parlerai de l'hypnose, de la manière de l'utiliser, pourquoi ça marche aussi bien. Ce qu'il faut se dire déjà, c'est que très clairement, on n'est pas... notre corps, le corps des êtres humains est à peu près le même que celui qui avait 10 000 ans. Et la sélection naturelle ne nous a pas préparés pour la vie qu'on mène actuellement. On devrait, à l'époque, on était capable d'échapper à un mammouth ou un tigre à dents de sabre. On était capable de survivre à la famine. On était capable d'être privé de sommeil. En même temps, il fallait pouvoir s'endormir rapidement. Il y avait peu de lumière. Et donc, la plupart des maux de nos sociétés actuelles, ça vient du fait que ce corps qui a été prévu pour autre chose est obligé d'affronter le confort de la vie moderne. Et pour le sommeil, c'est particulièrement parlant. C'est-à-dire que notre sommeil est calé sur un rythme de 24 heures et pour sécréter de la mélatonine, qui en gros est l'hormone du sommeil, il faut être exposé à suffisamment peu de lumière, il faut être dans l'obscurité. Alors, à une époque, ça allait encore quand on avait des lampes classiques, mais avec l'arrivée des lampes LED, maintenant, c'est de la lumière bleue en très très grande quantité. Donc, si vous êtes en train de me regarder sur un ordinateur, une tablette, ou moi qui suis là avec des LED en plein visage, c'est évidemment très très mauvais parce que ça va retarder le moment où je vais pouvoir, où vous allez pouvoir vous endormir. Et ça, c'est vraiment une histoire de changement de mode de vie. Pour dormir, pour bien dormir, on a besoin de plusieurs choses. D'abord, on a besoin d'un minimum d'activité physique. La base, c'est une demi-heure de marche par jour, mais là, par exemple, en période de confinement, c'est difficile d'avoir ce sport. Il faut quand même essayer de le faire. Puis pour certaines personnes en situation de handicap, par exemple, ou qui sont malades, c'est difficile d'avoir cet effort-là. Il faut aussi s'exposer à la lumière. Alors, s'exposer à la lumière le matin, parce que ça permet de diminuer la sécrétion de mélatonine, et comme ça, le soir, ça permet de s'endormir plus facilement et plus rapidement. Il faut aussi, le soir, si possible, diminuer la lumière. Alors avant, quand on avait juste une chandelle, c'était plus que facile, quand on avait juste l'âtre de la cheminée pour s'éclairer et se réchauffer. Mais avec notre vie moderne, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que si vous pouvez, au fur et à mesure, baisser la luminosité grâce à un variateur ou à la domotique, baisser la luminosité de toutes les lumières, c'est vraiment très bien. Et puis il faut au moins que 1 heure avant d'aller vous coucher, vous n'utilisiez pas de téléphone, de tablette, d'ordinateur portable. Contrairement à une légende bien installée, on peut tout à fait regarder la télévision, c'est suffisamment éloigné, mais il faut que la luminosité baisse pour que votre corps en fait se prépare à l'endormissement. Et il est aussi important de dîner plutôt tôt. Parce que pour s'endormir, si le corps est à jeun, c'est beaucoup plus facile. Il faut qu'il y ait son avant de se coucher. Mais vous voyez, tous ces repères-là sont très importants parce qu'ils vont être des facilitateurs de votre sommeil. Alors ça ne veut pas dire que si on fait tout le contraire, c'est impossible de s'endormir. On peut se coucher à des heures différents tous les jours. On peut bien trop regarder, binge-watcher Netflix ou autre, ou être sur les réseaux sociaux non-stop avec son téléphone à 2 cm de son regard. Mais le fait est que ça
limite la facilité d'endormissement et ça limite la qualité aussi du sommeil. Donc, tout ce que je vous ai dit ici, ce sont des étapes préparatoires qui permettent d'améliorer la qualité du sommeil et de faciliter l'endormissement. Et puis la dernière chose qui est simple sur le papier, mais qui n'est pas toujours facile dans la vraie vie, hein, c'est de se coucher à peu près à la même heure. Parce que comme on est réglé sur un cycle de 24 heures, il faut toujours se coucher à peu près à la même heure parce que sinon on a moins de sommeil lent profond, c'est plus difficile de s'endormir. Et alors, l'une des difficultés qu'on rencontre souvent, je pense que comme moi, vous aimez tous faire la grasse mat. Alors, si comme moi, vous avez des enfants, c'est plus de l'ordre du virtuel que du réel. Mais tout le monde aime la grasse matinée, c'est le rêve. On se dit, toute la semaine, je n'ai pas assez dormi. Là, au moins, ce week-end, je vais pouvoir rattraper. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une vraie arnaque. C'est-à-dire que si le week-end, vous couchez à 1h du matin et que vous réveillez, je ne sais pas, mettons à 10h, en fait, vous allez vous jet-laguer. Vous allez avoir un décalage horaire comme si vous étiez, je ne sais pas, mettons à Istanbul le week-end et puis que vous reveniez à Paris le lundi. Et donc, le fait de faire ça, ça vous redécale de semaine en semaine. Donc, bon, évidemment, c'est un peu dramatique, hein, c'est-à-dire que si vous m'écoutez vraiment, vous avez l'impression qu'il faut mener une vie de moine, se coucher avec les poules, se réveiller avec le coq, ne pas utiliser de lumière, ne pas utiliser d'informatique, ne pas binge-watcher, enfin bref, tout ce qui est sympa dans la vie et qu'on se refuse pas. L'idée, c'est d'adapter sa manière de faire, c'est essayer, par exemple, si on veut lire ses mails, essayer de le voir sur la télévision, c'est faisable maintenant, c'est suffisamment, c'est pas grave. Ça veut dire baisser la lumière, on en parlait tout à l'heure, et puis ça veut dire le week-end, peut-être se coucher à minuit, 1h du matin, mais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas à 4h du matin. Et puis, surtout les 2 autres jours, essayer de revenir à un horaire qui est un peu plus correct. Et puis surtout, ne pas exagérer sur la grasse matinée, parce qu'en pensant se faire du bien, en fait, on se fatigue, et, pardon pour le terme un peu familier, mais on fusille la qualité du sommeil qu'on aura pour tout le restant de la semaine. Donc, tout ça, vous voyez, c'est vraiment des repères de base, mais qui vont améliorer votre sommeil, c'est-à-dire faciliter l'endormissement et faire que vous ayez plus de sommeil lent et profond. Et le sommeil lent et profond, c'est le sommeil qui permet de récupérer, c'est le sommeil qui est certainement responsable des défenses immunitaires, c'est également le sommeil qui va permettre de faire passer la mémoire court terme de la mémoire long terme. Donc, par exemple, je pense aux étudiants qui m'écoutent, ou ceux qui ont des professions où on doit retenir pas mal de choses, être concentré, dormir tous les soirs à la même heure, c'est primordial et vous allez améliorer très facilement vos résultats. Pourquoi? Votre productivité ou bien vos études, parce que vous serez plus concentré, moins stressé, et que vous aurez une bonne mémorisation. Par exemple, une chose qu'on ne sait pas, mais qui est très importante sur le sommeil, c'est que, imaginez, en journée, vous avez une petite clé USB qui est votre mémoire à court terme. Vous apprenez plein de choses, vous faites plein de choses, et la nuit, cette petite clé USB se déverse dans la mémoire long terme, qui est donc on va dire un grand disque dur. Eh bien, il faut non seulement que vous dormiez bien le jour d'après, après avoir appris des choses, mais il faut aussi que vous ayez bien dormi la veille, parce que cette petite clé USB, elle doit se vider toutes les nuits pour se remplir à nouveau. Donc le sommeil, il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme une sorte de variable d'ajustement. Si j'ai pas de temps, si j'ai des choses à faire, c'est du temps perdu. Voilà. Il y a même un livre que je ne citerai pas qui prétend qu'on peut se lever plus tôt et comme ça profiter davantage de sa journée et faire toutes les choses merveilleuses qu'on n'arrive pas à faire sans ça. Bon, c'est une arnaque. Et on ne peut pas tricher avec le sommeil. Et le sommeil est vital à notre santé. Et on a perdu plus d'1 heure, par exemple, en sommeil quotidien. Et cette perte est vraiment gravissime. C'est une crise sanitaire. On n'en parle pas suffisamment. Mais on en paye déjà les effets. Et c'est très, très dommage qu'il n'y ait pas de plus de prise de conscience pour ça. Alors maintenant, l'hypnose. Peut-être que vous avez déjà, je pense pour pas mal d'entre vous, vous avez dû déjà tester soit mes séances sur YouTube, ou bien dans mon podcast Inspiration, ou bien dans le livre Bien dormir, ça s'apprend. Et puis, vous avez pu tester ce que ça fait que de faire une séance d'hypnose. On s'imagine beaucoup de choses sur l'hypnose. On s'imagine une sorte de prise de contrôle, vous savez, un peu à la Mesmer. Vous me regardez, vous êtes en mon pouvoir, et là, vous allez vous transformer en lapin,
hein, vous allez vous transformer en kangourou, que sais-je. Alors, je suis désolé, je le fais assez mal, et puis ça fait un peu bizarre de le dire, mais j'ai beaucoup trop de cheveux par rapport à Mesmer, donc je ne suis pas très crédible pour ça, et il me manque cette pointe d'accent québécois qui, il faut le dire, fait toute la différence et tout le charme. Mais quand on l'utilise non pas dans un but de divertissement, ce qui est super sympa, hein, moi je suis très client de ce genre de choses, eh bien l'hypnose c'est quelque chose de très doux qui va vous, comment dire, vous emporter avec douceur d'un état de veille, d'un état de conscience, par exemple ce que vous êtes en train de connaître ici actuellement, sauf si vous êtes tellement habitué à ma voix que déjà vous rentrez en transe. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être possible. Et au fur et à mesure, on fait ce qu'on appelle pacing and leading. On accompagne pas à pas, et au fur et à mesure, on dirige de plus en plus vers l'hypnose. Et l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. C'est un état qui est différent. Un état, par exemple, dans lequel les centres de la douleur voient leur activité divisée par deux. C'est un état dans lequel, pour simplifier et pour caricaturer, on a un accès plus fort à l'inconscient, au changement intérieur. Mais l'hypnose, vous le connaissez certainement déjà par d'autres biais, c'est-à-dire que quand, par exemple, vous savez, vous êtes dans le train, dans une voiture, puis vous vous mettez à rêvasser, et puis le temps passe, vous en rendez pas compte, c'est un état léger de transe. Quand vous regardez la télévision, vous êtes complètement absorbé. Et vous savez, il y a un truc assez bizarre, c'est que tout ce qui est à l'extérieur de la télévision disparaît, c'est ce qu'on appelle une hallucination négative, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas des éléments d'image supplémentaires, on en enlève, et bien ça aussi c'est un état hypnotique. Donc la télé elle nous hypnotise tout à fait, alors légèrement, mais elle a un pouvoir hypnotique, et ce qu'on va faire dans une séance d'hypnose, c'est qu'on va intensifier cet état hypnotique et l'allonger sur la durée. Donc ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça permet d'avoir un accès à l'inconscient, ça permet de faire des changements intéressants, donc on peut l'utiliser sur le traitement de la douleur, en thérapie pour travailler à peu près sur n'importe quel sujet, mais ça a aussi un effet que moi j'apprécie particulièrement, qui pourrait être comparé à une sorte je sais pas, de méditation sous amphétamine ou de super méditation, c'est-à-dire que c'est pas dire une méditation sous amphétamine comme titre, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'hypnose, même si vous êtes nul en méditation, même si vous avez d'habitude du mal à lâcher prise et que vous êtes très en contrôle, tout le travail est fait pour vous. Ça permet de rentrer dans un état de transe qui est un état excessivement relaxant et qui, soyons clairs, étant exactement le même que celui de la méditation, sauf que on enlève le travail, on enlève l'effort, et puis plutôt que de rechercher à être en contact avec l'instant présent, avec l'extérieur, là on s'en fiche. Si on est complètement à l'ouest, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on recherche. Et contrairement à la méditation, on est guidé, c'est-à-dire qu'on utilise cette élasticité au changement qu'on a dans cet état modifié de conscience pour installer eh bien, en fait, toutes les expériences, toutes les émotions dont on a besoin pour finalement, en quelque sorte, s'autoprogrammer. Alors on ne peut pas forcer quelque chose chez quelqu'un. Si une personne n'aime pas une idée en hypnose, elle ouvre les yeux, elle arrête. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de possibilité de manipulation mentale. Mais ce qui est donc pour moi le plus intéressant, c'est que l'hypnose permet d'avoir cet effet qu'a la méditation sur une pratique longue, c'est-à-dire apprendre à être plus serein, s'endormir plus facilement, mais sur un temps beaucoup plus court. C'est la méditation pour les paresseux, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas la méditation, j'apprécie ça grandement. Simplement, on n'est pas dans une même logique, on n'est pas dans une même temporalité. La méditation, il faut prendre son temps. C'est une quête personnelle, c'est une recherche, il faut beaucoup de pratique. Et malheureusement, comme ça prend du temps, comme c'est frustrant, comme parfois c'est un peu répétitif, eh bien, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui écoutent la première semaine gratuite de leur appli préférée, et puis après, ils arrêtent. Et puis ouais, c'est un peu terne, c'est un peu toujours la même chose. On se concentre sur la respiration, on se concentre sur les sensations du corps, on essaye d'accepter ses pensées, mais ça, on tourne vite en rond. Alors que l'hypnose, il n'y a pas cet effort. On part tout de suite en transe. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'aux États-Unis, dans les recherches, on ne fait pas de différence entre méditation et hypnose, c'est mis dans le même paquet, et c'est tout à fait compréhensible. Et puis, on peut vraiment faire vivre tout ce qu'on veut. C'est pour ça que je vous invitais tout à l'heure à me suggérer des idées d'hypnose, parce que on n'est pas du tout limité. Dans une séance d'hypnose que j'avais faite, je m'étais amusé à faire imaginer, à vous faire imaginer, par exemple, que vous aviez votre chat sur vos genoux, que vous entendiez son ronronnement, et c'est vrai qu'avoir son chat sur les genoux, pour ceux qui aiment les chats, hein,
c'est quelque chose de très relaxant. Donc on peut prendre un thème qui a l'air aussi banal que ça, et pourtant faire quelque chose de très efficace pour baisser le stress et permettre l'endormissement. Donc, pourquoi l'hypnose c'est efficace? C'est efficace parce que même quelqu'un qui pense trop, qui est trop en contrôle, qui est trop stressé, va pouvoir se détendre malgré lui, en fait, et parvenir à un vrai état de lâcher-prise qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle l'état hypnagogique, c'est-à-dire ce moment, vous savez, qu'on a juste avant de s'endormir, on a les yeux qui commencent un peu à papillonner, et puis parfois on a l'impression de tomber dans quelque chose, on commence à avoir des sortes de filaments de rêves, d'images, parfois des couleurs, tout ça. L'hypnose ressemble à ça, et le corps est tellement détendu, et l'esprit est tellement détendu qu'il faut une petite pichenette pour pouvoir s'endormir. Et donc, rien que de faire déjà, mettre en place un état hypnotique en prenant suffisamment son temps pour que ce soit un état suffisamment profond, faire en sorte de faire vivre une expérience qui va relaxer et le corps et l'esprit, et puis ensuite faire en sorte que, en quelque sorte, l'attention se mette à flotter de plus en plus, et en étant un peu moins précis, un peu plus dans la confusion, un peu plus, comment dire, dans des évocations, pour ne pas créer quelque chose de trépidant. Au contraire, il faut qu'on puisse s'endormir. Eh bien, ça permet d'avoir cette assurance d'endormissement qui est très, très pratique dans l'hypnose. C'est pour ça que c'est de loin ma technique préférée pour aider au sommeil. Après, il y a d'autres techniques qui marchent bien. La méditation, si c'est bien fait, ça fonctionne aussi. Vous avez des techniques comme la méthode Jacobson, qui est une technique de contraction détente musculaire. Enfin, c'est hyper simple, hein. On contracte tous les muscles du corps, on fait ça 3-4 fois, après on est mou comme un spaghetti, c'est parfait pour s'endormir. Mais disons que l'hypnose a cette assurance d'endormissement qu'ont peu de techniques. Mais pour moi, ça doit être une étape. C'est-à-dire que c'est bien de s'endormir, mais il faut que tout ce qu'on a dit avant devienne vrai. C'est-à-dire qu'on puisse dormir 8 heures, qu'on puisse dormir à peu près à la même heure, qu'on ait suffisamment de sommeil profond, parce que sinon, on s'endort, mais globalement, on reste fatigué parce que le sommeil n'est pas assez de bonne qualité. Donc, c'était le but c'est le but que j'ai poursuivi avec l'écriture du livre Bien dormir, ça s'apprend, c'est de se dire, on ne va pas se contenter d'endormir, je vais faire en sorte que l'on puisse reconstruire le sommeil étape après étape. Donc, en apprenant à se détendre dans son corps au travers d'une grande quantité de relaxation, apprendre à stopper ses ruminations, apprendre à lâcher prise. Et ce qui est assez fou donc c'est un programme qui est sur 8 semaines, mais ce qui est assez fou, c'est qu'il faut très peu de temps en fait pour devenir insomniaque. Il suffit d'une première nuit, on se dit, oh, je suis fatigué, hein, j'ai vraiment besoin de dormir, j'ai quelque chose d'important demain. Et puis on n'arrive pas à dormir. On se dit le lendemain, bon, ok, je suis fatigué, mais là, je suis tellement fatigué que je vais bien dormir. Il faut forcément que je dorme bien. Non, il faut vraiment que je dorme bien. Non, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je dorme bien. Et puis on ne dort pas. Et puis plus on essaie de dormir, moins on dort. Et c'est comme ça que s'installe en fait une croyance en insomnie. En fait, un insomniaque, le plus souvent, sauf quand il y a des pathologies, c'est quelqu'un qui croit qu'il est incapable de dormir. Et c'est autoréalisateur. Donc, c'est pas du tout un malade imaginaire, c'est pas du tout ce n'est pas de l'hypocondrie. Non, c'est réel, mais simplement, c'est cette croyance qu'on n'y arrivera plus, ce qui fait que pendant, je sais pas, 30 ans, on peut très bien dormir et du jour au lendemain se retrouver insomniaque. Et puis, on est dans une société qui propage tellement le stress, qu'il y a tellement de biais par rapport à ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé et pour être équilibré, tellement stressante, il faut le dire, et en ce moment de reconfinement, je pense que vous le ressentez comme que, eh bien, une personne sur deux en France se plaint de son sommeil, et de toute façon, c'est pas une personne sur deux que ça concerne, c'est tout le monde. C'est-à-dire avec 6h53 de sommeil au lieu de 8 heures, c'est un problème national. Merci. Petite voix. Oui, tout à fait. Je pense j'ai déjà beaucoup de questions, donc nous allons peut-être entamer cette phase de questions. Alors, première question, est-ce qu'il y a une heure idéale pour se coucher? Est-ce que c'est avant 22 heures, avant minuit? La question des rythmes biologiques. Alors, le bon moment, c'est le moment où vous commencez à être fatigué. Il faut apprendre à repérer ces signes. Le problème, encore et toujours, c'est que par exemple, si on est en train de regarder une série et qu'on peut regarder encore un épisode suivant,
on est tellement bien, tellement au calme qu'on ne va pas forcément repérer le moment où les paupières sont lourdes, le corps est fatigué, on se met à bâiller, on sent en général une pesanteur. Mais c'est exactement à ce moment-là que passe le train du sommeil. Et alors, même si on peut le rattraper ensuite, ce train du sommeil, mais ça devient plus compliqué. Il faut essayer de le prendre à ce moment-là. Donc, il n'y a pas un horaire précis parce que certaines personnes ont plus de mal à sécréter la mélatonine, donc elles sont plutôt ont tendance à se coucher plus tard. D'autres personnes le font plus facilement et donc ont besoin de se coucher plus tôt, ce qui peut dans un couple d'ailleurs créer beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis parce que si vous avez un couche-tôt et un couche-tard, c'est quand même une source inépuisable de disputes. Et puis aussi, il y a 50% des réveils qui sont liés aux partenaires de lit. Donc la problématique du sommeil, ça concerne souvent le couple. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire quelqu'un qui est couche-tard peut apprendre à se coucher plus tôt de deux manières. D'abord, en se réglant sur un autre rythme, c'est-à-dire par exemple en faisant de la luminothérapie le matin ou en s'exposant simplement à la lumière plus tôt en journée. Parce que comme ça va lui permettre, le soir venu, de s'endormir plus tôt. Et puis en faisant tout ce que j'ai décrit avec l'hypnose, avec le travail de relaxation, eh bien on apprend à s'endormir même si ce n'est pas l'heure idéale. Mais si on veut vraiment être dans les clous et donc avoir une bonne qualité de sommeil, c'est bêtement et simplement le moment où vous êtes comme ça et vous dites « Oh là, je commence à être fatigué ». Bon, bah, c'est le moment, il ne faut pas s'endormir devant la télé parce que sinon vous allez casser votre endormissement quand vous reviendrez au lit. Donc il faut aller direct de dos et puis s'endormir et ce sera le moment idéal. Mais je ne peux pas vous dire si c'est 22 heures ou 23 heures ou 21 heures. Et puis, c'est très important de se coucher à ce moment-là parce que si vous couchez trop tard, vous aurez moins de sommeil lent et profond. Donc, votre sommeil sera de moins bonne qualité et vous serez plus fatigué le lendemain. Puis, ça crée encore des problèmes de cycle ultradien. Ça dérègle un peu votre manière de dormir. Et d'ailleurs, juste en passant, j'ai oublié ce point qui est important. Les siestes, c'est super, ça permet de récupérer, mais pas totalement du manque de sommeil, mais ça ne doit pas dépasser 20-30 minutes parce que sinon ça dérègle le sommeil du soir. Donc c'est toujours court. De toute façon, si on le fait trop long, on est un peu, pour parler vulgairement, dans le pâté, on a un peu la nausée, on ne se sent pas bien, on est flagada, alors que si on fait 20-30 minutes, c'est parfait. Mmh. Donc une Merci. question courte, une réponse hyper longue, désolé. Non, non, c'est très bien. Alors j'ai beaucoup de questions, sur la question des réveils nocturnes. C'est-à-dire que j'ai même des personnes qui me disent, «Merci, vos vidéos sont» enfin qui vous disent du coup, hein: «Merci, vos vidéos sont parfaites, je m'endors super bien» mais le problème c'est que, derrière je vais me réveiller et je vais avoir du mal à me rendormir. J'ai des personnes qui me disent: «Moi, j'ai des cycles de 3 heures et je me réveille toutes les 3 heures». Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question des réveils nocturnes fréquents? Alors, si il y a plusieurs possibilités. Si vous vous réveillez après une séance d'hypnose, pardon pour le truc, mais d'une bêtise et d'une évidence que je vais vous dire, écoutez-en une deuxième d'affilée. C'est que vous avez besoin d'encore un peu plus de lâcher prise et d'un peu plus de transe. La transe, c'est le terme qu'on utilise pour parler de l'état hypnotique qui est comme un massage pour le cerveau. C'est ma femme qui décrit ça comme ça, je trouve ça très, très juste. Donc il vous faut un massage de cerveau un petit peu plus long pour y parvenir. Il y a aussi certaines personnes qui sont très sensibles au bruit, donc parfois avoir, par exemple, faire une séance d'hypnose et puis mettre du bruit blanc, le bruit des vagues ou le bruit de la pluie, ça peut les aider, ça évite ce réveil. Donc on va faire simple, si une séance d'hypnose ne vous suffit pas, faites-en deux et puis pensez bien que la qualité de votre sommeil de la nuit va se jouer en journée, qu'il faut travailler sur le stress. Hein. On tourne toujours autour du stress. Il y a trois grands ennemis pour le sommeil. C'est l'inconfort du corps, quel qu'il soit, créé par le stress, par les excitants, je sais pas, par la douleur, par exemple. Il y a les ruminations, et puis il y a le fait de se forcer à dormir. Plus on essaie de se forcer à dormir, moins on y arrive. Ça, c'est les trois grands ennemis. Et puis pour les réveils nocturnes, justement, c'est en général, plus vous baissez le stress avant de vous endormir, moins vous aurez de troubles du sommeil, quel qu'il soit, presque. Et donc, il faut travailler encore davantage la relaxation et ne pas hésiter à recommencer une séance d'hypnose directement quand vous vous réveillez, ne pas attendre 10 minutes. L'intérêt de l'hypnose, c'est que ça peut vous accompagner dès le réveil. Vous avez ce qu'on appelle l'état hypnagogique au réveil, hein, et c'est un moment où on est encore un peu pâteux. Et vous savez comme moi, c'est qui tout double. C'est soit
on arrive à surfer sur la vague de mollesse, de rêve et on se rendort, soit on commence à ruminer, à être inquiet et hop, ça y est, on se réveille. Bon, avec l'hypnose, vous vous occupez et vous allez vous rendormir rapidement. Avoir quelques réveils dans une nuit, c'est normal, c'est pas très grave. Mais plus vous ferez d'hypnose avant et pendant les réveils, plus votre nuit aura tendance à s'unifier. Et puis, l'une des utilisations qui a été prouvée de l'hypnose, je fais d'ailleurs très récemment une séance sur YouTube sur ce thème, où ça a été publié sur la chaîne du Figaro, je crois, ça permet d'avoir un état de sommeil profond. On a vu que c'était une expérience assez amusante, on a fait en sorte que des gens se mettent en transe et on leur faisait imaginer, rêver qu'ils étaient un poisson et que le poisson s'enfonçait de plus en plus profondément dans la mer. Et plus il descendait profondément dans la mer, plus leur sommeil allait être profond. Beaucoup moins de réveil qu'on a plus de sommeil lent et profond. Donc c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, dans le livre Bien dormir, ça s'apprend, j'ai repris exactement le thème de cette séance d'hypnose qui avait été testée cliniquement pour que vous puissiez le tester et vérifier ça. Alors ce qui est amusant, c'est que si on fait imaginer que le petit poisson remonte vers la surface, on observe un sommeil qui va être plus léger. Alors évidemment, hein, dans la séance que j'ai faite dans le livre, le petit poisson il va vers le fond, uniquement vers le fond, et c'est très bien comme ça. Et puis ensuite, si vous avez des réveils, c'est peut-être justement que vous ne respectez pas les rythmes du sommeil, tous ces repères que j'ai donnés au départ. Et puis, si ce n'est pas ça, ça peut être tout plein de problèmes qui sont malheureusement sous-diagnostiqués. Vous voyez votre serviteur, j'ai quelques kilos en trop pour dire les choses pudiquement, et bien statistiquement, une personne en surpoids sur deux souffre d'apnée du sommeil. Donc si vous avez comme moi des kilos en trop, eh bien il faudrait en parler à votre médecin et puis vérifier si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas les signes de l'apnée du sommeil, parce que ça fait se réveiller très souvent l'apnée du sommeil, 5 fois, 10 fois, parfois pour uriner à chaque fois, on se sent fatigué, ça crée de la dépression, ça fatigue le cœur, enfin c'est vraiment très très mauvais, et ça se traite parfaitement. On utilise des machines qui pulse de l'air dans le nez, qui crée une surpression dans le nez ou au niveau du visage. On s'y habitue facilement, surtout avec l'utilisation de l'hypnose. Et après, on est parfaitement guéri. On n'a plus le problème d'apnée du sommeil. Donc, ça peut être ça peut être le syndrome des jambes sans repos. Il y a des gens qui, malheureusement, pour des raisons neuronales, font du pédalo toute la nuit et bougent donc les jambes en permanence. Et déjà, c'est très compliqué de s'endormir quand on souffre de ça. On le remarque parce que le matin, la couette est par terre, dans n'importe quel sens. Et c'est vraiment difficile à faire ça. Il peut y avoir aussi des personnes qui souffrent d'insomnie paradoxale, c'est-à-dire qui ont l'impression qu'elles ne dorment pas. Et c'est heureusement faux. C'est-à-dire qu'elles ont cette impression parce que leur cerveau n'a pas la capacité de percevoir qu'elles ont dormi. Donc, ce sont des personnes qui vous disent « ça fait 20 ans que je ne dors pas ». Or, il y a une seule pathologie qui empêche de dormir complètement, dont j'ai oublié le nom évidemment, et qui est mortelle en moins d'un an. Donc, si on a survécu pendant 20 ans, très clairement, on ne souffre pas de cette maladie. Alors, franchement, ne vous demandez pas si vous l'avez, elle est tellement rare qu'il vaut mieux jouer au loto, vous aurez plus de chances de gagner que d'avoir cette maladie, fort heureusement. Il peut y avoir des problèmes aussi de somnambulisme. Alors, il y a aussi un autre problème que je n'ai pas abordé, qui fait partie des choses hyper basiques, c'est que, alors, il y a l'alcool et certains médicaments, les anxiolytiques par exemple, qui abîment la qualité du sommeil. Alors, parfois on en prend justement parce qu'on n'arrive pas, on prend des somnifères, des anxiolytiques parce qu'on n'arrive pas à dormir, mais alors, quand on est épuisé, c'est bien et c'est utile, et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon on ne pourrait pas tenir, et il y a des gens qui n'ont accès qu'à ça, mais ça empêche, ça limite la qualité ça entame, la qualité du sommeil fortement. L'alcool crée plein de micro-réveils dont on ne se rend pas forcément compte. Donc oui, avec l'alcool, on s'endort plus vite, mais oui, également, on va se réveiller bien, bien plus souvent. Et puis, ça peut être plein d'autres problèmes. On peut être réveillé une fois sur deux par son partenaire. On peut être dans une chambre qui est trop chauffée. Et puis, une autre chose qui est aussi un mal tout à fait moderne. Enfin, je critique beaucoup la vie moderne, mais vous me comprenez, c'est juste parce que ça fait du mal au sommeil. Hein, sinon, je suis comme vous. Hein, et je suis sur YouTube en plus, donc je pense que je peux prouver que je suis un geek comme tout le monde et que je consomme de l'Internet comme tout le monde. Mais l'un des problèmes, c'est les sons.
dès qu'il y a... Quand je vous disais qu'on est équipé pour échapper au tigre à dents de sabre, dès qu'il y a un bruit fort, court, ça va créer un réveil. Un bruit continu, ça va, ça pose pas de souci. Un ronflement, c'est court, c'est bref, c'est fort, ça réveille. Une voiture qui passe dans la rue, c'est court, c'est fort, ça réveille. Et ça explique une grande quantité de réveil. Donc, si on a les moyens, eh ben, double vitrage, voire triple vitrage, si on peut, c'est vraiment un bon investissement quand on voit l'amélioration de la qualité du sommeil. Et puis sinon, bah, les boules caisses, ça enlève... donc je ne sais pas comment on dit, au lieu d'utiliser un nom de marque, vous voyez ce que je veux dire, les bouchons d'oreille, surtout les bouchons ergonomiques, c'est mieux. Ça limite de 30% les bruits, donc ça permet d'avoir un sommeil de meilleure qualité pour ceux qui sont exposés au bruit. Et puis, sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre à côté de votre lit, par exemple, un bruit blanc. Vous avez je crois d'ailleurs, y compris dans le livre, Bien dormir ça s'apprend, il y a des séances avec du bruit blanc, parce que ça couvre les autres bruits, donc ça rajoute une couche de protection. C'est par exemple quand vous êtes près de... Vous avez expérimenté ça, c'est quand votre compagnon ou votre compagne est près de la machine à laver la vaisselle, vous l'entendez, vous lui parlez, elle dit « Hey, je t'entends rien, je suis à côté de la machine à laver ». Bon, c'est ça, c'est un bruit blanc, mais on a des bruits évidemment beaucoup plus sexy que la machine à laver la vaisselle. La pluie, les vagues, le vent, ce sont des bruits blancs. Donc on peut utiliser ça, on peut aussi utiliser, ça c'est vraiment très bien, les petits écouteurs, vous savez, Bluetooth, genre AirPods ou autres, parce que ça permet de limiter, non seulement ça limite le son parce que c'est comme un bouchon d'oreille, mais en plus ça fait une annulation active du bruit, c'est-à-dire ça envoie un contre-bruit par rapport au son. Donc ça, si on a ça plus le bruit blanc, là on est vraiment très bien protégé. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on veut compenser tous les problèmes de la vie moderne, on arrive dans une situation qui est un peu dingue, quoi. C'est-à-dire qu'il faut ne pas avoir diminuer la lumière, il faut limiter les bruits. Le matin, il faut ne pas avoir du tout de lumière chez soi, ce qui veut dire que le matin, il n'y a pas assez de lumière pour vous réveiller, et pourtant ça permet de sortir plus facilement du sommeil et en meilleure forme, d'où les réveils à aube, donc il faudrait un réveil à aube. Il faudrait de la luminothérapie, puisqu'on travaille essentiellement en intérieur. Enfin, vous voyez, ça vous montre finalement le décalage qu'il y a entre la vie qu'on pouvait mener il y a encore 50 ans et la vie qu'on mène maintenant, et c'est vrai que ça demande finalement beaucoup d'aménagement. Ça peut sembler risible là-dessus, mais il faut au moins faire le principal, c'est-à-dire éviter au maximum les bruits, ne pas avoir de lumière, et puis le matin, essayer autant que possible de s'exposer un peu à la lumière en faisant un petit quart d'heure de marche, par exemple. Ça, déjà, c'est une base qui est raisonnable, mais ça demande de l'organisation. Merci. Question également sur les rêves, sur les cauchemars. Comment éviter les cauchemars? Est-ce qu'on peut programmer ses rêves? Alors, c'est deux questions passionnantes. Donc, programmer ses rêves, c'est ce qu'on appelle les rêves lucides. Je vais vous en tenir deux ou trois mots. Il y a quelque chose qui a été étudié dans un essai clinique, c'est une technique en thérapie, en TCC, thérapie cognitive et comportementale, où on s'imagine ces cauchemars et on les rejoue différemment. On leur donne une fin joyeuse, une fin heureuse. Je ne sais pas, quelqu'un vous poursuit avec un couteau, vous devenez invulnérable et vous lui donnez un coup de poing et vous êtes sauvé. Enfin, vous changez finalement la narration du cauchemar et on observe deux choses. Une diminution de la fréquence des cauchemars, de leur caractère, aussi une diminution de leur caractère anxiogène. Donc c'est déjà une technique mentale qui marche, même si on n'utilise pas l'hypnose. Mais traditionnellement, cette technique qui a été testée il y a quelques années, on faisait déjà en hypnose depuis très très longtemps. Donc on revit le cauchemar, mais à distance, en le transformant en un événement marrant, heureux, drôle, où on est à distance de tout. Vous voyez, on change complètement la narration. On passe de l'horreur à la comédie ou à quelque chose de sympathique. Et ça fonctionne vraiment très très bien.
Donc aussi, ce qu'il faut se dire, donc ça vous pouvez le trouver pareil sur le livre, on a fait une séance autour de ça, sur ma chaîne ou celle du Figaro, je crois, on a également j'ai aussi fait des séances d'hypnose sur ce sujet. Et puis d'une manière générale, c'est fou ce que le fait simplement de se relaxer enlève comme trouble du sommeil. Donc si vous vous détendez bien avec l'hypnose, en général vous aurez beaucoup moins de cauchemars et ça va aller décrescendo. Et puis, c'est aussi une bonne raison de travailler sur la baisse de stress en journée, surtout de travailler sur la baisse des ruminations. Et puis, une toute petite chose aussi qu'il faut se dire, c'est qu'une demi-heure, une heure avant de se coucher, on emmagasine beaucoup de sensations, surtout les choses visuelles, ensuite les sons, parfois des goûts, des sensations physiques, mais c'est déjà plus rare. Donc, je dis pas qu'il faut regarder la petite maison dans la prairie pour les plus vieux d'entre nous, ou bien Emily in Paris pour ceux qui commencent la série, qui ne doit pas être très anxiogène. Mais si on peut éviter les films d'horreur ou les trucs vraiment très sanglants avant de s'endormir, c'est une bonne chose. De toute façon, c'est bien de faire un sas avant le sommeil, que ce soit écouter de la musique, écouter un livre audio, lire quelque chose, c'est vraiment une pratique qui est, je trouve, une sorte de chouette cadeau à se faire à soi-même. Donc si vous pouvez faire ça aussi, ça jouera dans le bon sens. Donc il y a plein de choses à faire pour la baisse des cauchemars, vous l'aurez compris, travailler spécifiquement sur le cauchemar avec la technique qu'on a vue, elle marche très bien, aucun souci. Baisser le stress avant de s'endormir et puis baisser son stress et ses ruminations d'une manière générale. Mais cette technique dont je vous parlais est aussi très efficace sur les rêves récurrents, parce qu'il y a des gens, quand ils ont vécu des traumatismes, parfois font des cauchemars qui sont toujours les mêmes et extrêmement anxiogènes. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ont un cauchemar différent chaque nuit, c'est le bonheur non plus, mais savoir chaque nuit qu'on va refaire le même cauchemar, c'est assez terrifiant. Et on peut s'en débarrasser très bien, donc, et sans l'utilisation de médicaments en général, donc c'est tant mieux. Merci. Alors, des questions un peu sur les conditions pour s'endormir. J'ai pas fini, désolé. Oui. J'ai pas répondu à la deuxième partie de la question. Pardon, Lucie. Les rêves lucides. Voilà. Est-ce qu'on peut planifier ses rêves, programmer ses rêves? Ça fait des années qu'on voit passer des messages de personnes disant « Moi, je peux contrôler mes rêves, je suis conscient que je rêve, je peux choisir ce que je dis, parfois je peux même changer le décor et me mettre à voler si j'ai envie de voler, je peux devenir presque Néo dans la Matrix et tout contrôler. » Et à une époque, on les regardait un peu comme des huluberlus, pardon, j'ai du mal à parler ce soir. C'est peut-être le signe que je vais devoir bientôt m'endormir. Et pourtant, c'est une réalité. On les prenait pour des gens un peu bizarres parce que les gens qui parlent de ça, du contrôle des rêves, c'est souvent d'aller dans les tribus, dans les sociétés animistes où le chaman souvent essaie de se mettre en contact avec ce qu'on appelle le monde du rêve, et ça passe soit par l'utilisation de substances hallucinogènes, soit par des techniques de transe, soit par le rêve dont ils prennent le contrôle. Donc vous voyez, quand vous dites je fais des rêves lucides et qu'on vous compare à un chaman, vous perdez tout de suite malheureusement en crédibilité. Mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites ces dernières années qui ont vérifié que, effectivement, les rêves lucides existent. C'est-à-dire qu'on peut prendre conscience que l'on est en train de rêver, ça se voit sur l'imagerie médicale. On peut même les créer en utilisant certaines substances. Ne le faites évidemment pas, ça n'a aucun intérêt et il vaut mieux s'en priver, mais on peut le faire aussi en s'entraînant. Vous savez, si vous avez vu le film Inception, alors, les idées qui ont servi à ce film sont assez proches des idées que l'on trouve pour faire des rêves lucides. Donc, on peut se donner des repères, on peut se dire juste avant de dormir, je dois réaliser que je rêve, je dois réaliser que je rêve, je dois réaliser que je rêve, et puis au bout d'un moment, en général, on arrive à rêver. On sait aussi qu'il y a des moments spécifiques où on va faire plus de rêves lucides. C'est fascinant, parce qu'on pensait que le rêve, c'était totalement inaccessible.
On ne sait pas du tout l'effet que ça fait, on ne sait pas si c'est bon ou mauvais que de contrôler ses rêves, on n'en sait rien. Peut-être que ça pourrait être utilisé en thérapie, ce serait génial. Mais pour l'instant, vaut mieux y aller prudemment. Et ça ouvre vraiment une voie intéressante. De la même manière qu'on a vu, alors pas qu'on ne peut pas apprendre en dormant, ça c'est un vieux rêve, ça n'existe pas, mais par exemple on a vu qu'on pouvait renforcer des apprentissages pendant le sommeil. Ça, ce sont des choses qui fonctionnent. On n'apprend pas de nouvelles choses, mais on peut renforcer par exemple la mémorisation pendant le sommeil. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on croyait acquises sur le sommeil ou impossibles, et puis finalement, l'expérience, la science, au fur et à mesure, découvre des choses absolument fascinantes. Et le sommeil, c'est très clairement terra incognita, c'est le continent inconnu. Et souvent dans l'expérience qu'on en a nous-mêmes, on passe un tiers de notre vie dans le royaume de Murphy et on s'en souvient à peine, mais aussi pour la science qui a du mal à comprendre encore pourquoi tout le monde dort, pourquoi des insectes, c'est pas la qualité de leur cerveau quoi, qui mérite de faire des gros dodos. Pourquoi les insectes, nous, tout le monde dort? Pourquoi? Quelle est la nécessité biologique? Comment ça marche? Pourquoi est-ce que c'est si important pour la santé? Eh bien, pour l'instant, il y a plus d'interrogations que de réponses, mais on progresse à grands pas et c'est vraiment un domaine qui est fascinant. Fascinant d'un point de vue scientifique, mais moi je trouve aussi fascinant d'un point de vue littéraire. C'est quand même formidable de se dire qu'on est en train de découvrir les secrets de la pensée, le secret du cerveau, le secret des rêves. Moi, je trouve ça assez fascinant. Si vous n'avez pas vu Inception, mais dans ce cas, je pense qu'il y a peut-être juste une personne sur toutes les personnes de ce webinaire. C'est un très bon film, n'hésitez pas à aller le voir. Merci. Des questions sur donc encore des questions sur la manière de dormir, de s'endormir. Est-ce que déjà en regardant la télé, on est aussi en hypnose? Est-ce qu'il faut éloigner les téléphones? La question des ondes. Quelle température est la meilleure? Voilà. D'accord. C'est des questions que j'ai eues. La télé en général est suffisamment loin, donc elle ne pose pas de problème particulier. Il y a des personnes qui s'endorment mieux en regardant la télévision. Ma foi, si la télévision est dans la chambre et non pas dans le salon, franchement, pourquoi ne pas s'endormir avec la télévision? À une époque, on s'endormait avec la radio. Il n'y a pas de raison, hein. C'est pas mauvais de s'endormir avec la télévision. Au contraire, est-ce que c'est un état de transe? Je le pense, mais léger. Donc, vous le voyez quand on est face à la télévision, d'abord, on s'abstrait de l'extérieur, on ne voit pas ce qu'il y a autour. C'est une hallucination négative, j'en parlais tout à l'heure, c'est assez marrant de penser ça. Et puis, on a de l'espace de cerveau disponible pour reprendre cette expression tristement fameuse. C'est vrai qu'on est plus réceptif. On est dans une passivité et une réceptivité qui est plus forte, et c'est pour ça que souvent on a ce constat assez décevant. Je lis des bouquins intéressants, intelligents, je ne m'en souviens pas, je regarde la télé, je me souviens je me souviens de cette série que j'ai vue il y a 30 ans, je m'en souviens en détail. Donc oui, on est très certainement dans un état hypnotique. Est-ce qu'il est vraiment utile pour le sommeil? Il peut aider certainement certaines personnes, mais c'est très variable d'un individu à un autre. Sur la distance du téléphone, l'ennui, c'est la lumière. Alors, je sais que je fais des vidéos sur YouTube, mais je compense en aidant les gens à dormir. Donc, ce que je rajoute comme onde lumineuse, on va dire que je me fais pardonner en aidant à dormir, mais on peut mettre son téléphone au minimum de luminosité, ou bien ne pas regarder l'image, c'est très facile de faire ça. Pour les ondes, c'est un sujet qui est... c'est très difficile de parler de ce sujet-là, parce que les gens qui se décrivent comme sensibles aux ondes ou sensibles à la Lune, ce sont des personnes qui sont réellement en souffrance et qui développent des somatisations qui sont fortes. Il y a une vraie souffrance. Mais pour ce qui est des ondes, il n'y a pour l'instant pas d'expérience prouvant qu'elles ont un impact sur notre santé notable ou un impact sur notre endormissement. Donc, je ne pense pas que ce soit le sujet principal. Si ça vous rassure de le mettre à distance,
il y a des systèmes sur YouTube où avec les enregistrements du livre, par exemple, on peut le faire, le mettre en mode avion, si ça vous rassure. Mais c'est pas un enjeu, pour l'instant, en l'état actuel des sciences, c'est pas du tout un enjeu. Mais, encore une fois, si ça a de l'importance pour vous, c'est réel, et ça a de l'importance tout court. Alors, ça me fait penser à quelque chose qui est important sur le rituel. Quand on souffre d'insomnie, souvent, on se met à avoir un rituel de plus en plus précis. Il faut que je me couche à telle heure, il faut que je sois sur telle position, il faut qu'il n'y ait absolument aucun bruit, il faut que je prenne ma tisane avant. Et si c'est un tout petit rituel, ça va. Prendre une petite tisane, ok, pourquoi pas. Bon, c'est diurétique, on va faire pipi dans la nuit, mais à part ça, pourquoi pas. Mais si ça devient trop chargé, ça crée du stress. En fait, c'est comme les TOC. Les TOC, quand on fait des TOC, par exemple, en se lavant les mains plusieurs fois, ça soulage, mais ça crée globalement du stress. Donc, la solution, c'est pas d'enlever le rituel, parce que si on enlève le rituel au début, on va être tellement stressé qu'on ne dormira pas, donc ça, c'est une très mauvaise idée, mais eh bien, on apprend à dormir avec l'hypnose, avec le livre, on reconstruit bien le sommeil, et puis quand on se sent prêt, au fur et à mesure, on lâche de plus en plus le rituel. Mais il ne faut pas un rituel qui soit vraiment trop précis. C'est-à-dire, s'il n'y a pas trop de lumière là où vous êtes, vous en dormez à peu près à la bonne heure et toujours, il n'y a pas trop de bruit, c'est bon, il ne faudrait pas davantage. Voilà. Mais c'est pas, quand on fait une thérapie, parce que parfois, il faut un peu plus de travail encore, moi je ne m'attaque jamais à ça brutalement parce que c'est le meilleur moyen de mettre en échec, donc il vaut mieux s'en occuper plus tard. Et il y avait une dernière question après l'histoire de la distance du téléphone, mais j'ai oublié. La température, oui, est-ce qu'il y a une température? On parle notamment pour les bébés, c'est la grosse mode, vous savez, des siestes suédoises ou norvégiennes, où en fait on va faire dormir le bébé soit dehors, soit avec les fenêtres grandes ouvertes quand il fait froid. Est-ce qu'il faut faire la même chose? Oui, non, moi je ne tenterai pas. Je ne tenterai pas, surtout qu'un bébé au départ, ça a besoin de réguler sa température. Les premiers mois, je ne tenterai pas. Franchement, c'est prendre un risque, faire prendre un risque trop fort à ses enfants. C'est comme dormir à côté de son enfant. Il y a des gens qui font ça, je comprends, c'est mignon, c'est doux, parfois ça aide l'enfant à dormir. Mais on peut se retourner, c'est pas une fiction, et étouffer l'enfant. Et puis quand quand on ouvre les fenêtres, il peut y avoir de la pluie d'un coup et ça peut rentrer. Et puis, enfin, franchement, ouais, allez. Faites le bon dodo français, bien tranquille, dans une chambre pas trop chaude, aux alentours de 19-20 degrés. En général, c'est ce qui est recommandé. Fuyez le dodo normand, parce qu'à une époque, on donnait du calva aux enfants pour qu'ils s'endorment. C'était efficace, mais c'était une très mauvaise idée. Donc, non, laissez les autres, être les premiers sur les nouvelles modes et prenez-les quand vous serez sûr que c'est vraiment très très sûr et qu'il y a aucun danger. Donc, non, évidemment, je ne recommanderais pas ça. Hein. J'aime beaucoup la Suède, hein, c'est pas le souci, c'est un pays que j'adore, mais j'ai du mal à croire qu'à -20, on laisse les fenêtres ouvertes en Suède. Même pour les bébés esquimaux, je doute qu'on ne les couvre pas quand ils dorment. Très bien. Peut-être une dernière question. Après, je pense qu'on va pas trop tarder pour la séance d'hypnose. Beaucoup de personnes me signalent des réveils trop matinaux, autour de 4h30, 5h. Est-ce qu'il y a une plus grande difficulté à se rendormir vers ces heures-ci? Est-ce qu'on a des conseils spécifiques? Alors, ouais, effectivement, ça dépend des moments où on en est dans ce cycle de sommeil. Quand on fait des thérapies comportementales, souvent on conseille, quand on s'est réveillé, de sortir de son lit et de passer 45 minutes, 1 heure à bouquiner, à faire quelque chose de tranquille, pour attendre que l'envie de dormir revienne. Si on n'a pas accès à l'hypnose, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais avec l'hypnose, c'est tellement facile de se rendormir. Mon conseil, c'est de réécouter directement une séance et de vous rendormir. Alors, encore une fois, si
malgré l'hypnose, vous avez des perturbations du sommeil qui sont trop fortes, il faut consulter. Hein. Il ne faut pas hésiter à faire le forcing auprès de son médecin généraliste parce que les médecins généralistes ne sont pas énormément formés ou sensibilisés sur les problématiques autour du sommeil. Donc, il faut passer un polysomnographe. C'est un test qui permet, dans ce test, plein de choses sur la qualité de votre sommeil. Voilà, il faut consulter, ne pas hésiter. Le sommeil, c'est quelque chose d'important. Et puis, ça peut être le signe d'autres problèmes de santé qu'il faut vérifier. Donc, ça fait partie des indicateurs qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et en gros, les conseils que je vous ai donnés, l'utilisation de l'hypnose, et vraiment tous ces repères sur la baisse de stress vous permettent de vous endormir, mais vous voyez que vous avez encore des perturbations vraiment trop nombreuses, ou bien que vous êtes encore extrêmement fatigué, il faut consulter et il ne faut pas s'arrêter à la première porte fermée. Et il faut consulter des spécialistes. Il y en a en France suffisamment. Il y a moins d'attentes qu'à une époque. Donc, ouais, il faut consulter. Hein, c'est suffisamment important. Mmh. Merci. Alors, je vais vous donner les suggestions que nous avons pour ce fameux voyage. Une question passionnante. Faut-il mettre des chaussettes? Oui. Oui, mettre des chaussettes, ça permet de s'endormir plus facilement, y compris des gants et y compris un bonnet de nuit. Bon, maintenant, est-ce qu'on a envie d'avoir un bonnet de nuit, des gants et des chaussettes? Il y a la vie amoureuse qui compte aussi pour quelque chose, ou sa propre dignité. Donc, je dis pas à une époque c'était une bonne idée, mais pourquoi pas, franchement, si vous avez envie de porter des chaussettes et un bonnet de nuit, c'est très bien, il y a pas de souci. Oui, ça aide réellement à dormir. Ah oui, la question de la température. Après, on se lance dans l'hypnose. Désolé, Lucie. Les hommes ont 30% de masse musculaire en plus que les femmes, et à cause de ça, leur corps se réchauffe beaucoup plus facilement. Donc, un homme a besoin, pour s'endormir, d'une pièce plus fraîche qu'une femme. Et en général, si la pièce est aux alentours de 19-20 degrés, ça passera, mais il y a souvent des différences. Et ce qui est amusant, c'est que par exemple, j'en parlais précédemment avec Lucie, dans les hôtels, en général, la température elle est réglée sur les standards des hommes, et pas sur les standards des femmes, sinon ça devrait être 1 degré ou 2 plus chaud, et c'est normal que les femmes aient besoin d'être plus couvertes, aient besoin d'avoir un peu plus de chaleur, parce que simplement leur corps se refroidit beaucoup plus rapidement. Donc ça, il faut en tenir compte. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'avais aussi des questions sur les dangers de l'hypnose, c'est-à-dire notamment une personne qui me disait, mais est-ce que si on s'endort sous hypnose, vous ne m'entendez pas? Ah si, ça veut dire Ah zéro. pardon, d'accord. C'est parce que je voulais être le plus direct possible dans ma réponse, mais allez-y, Lucie. Est-ce que si on s'endort sous hypnose, le lendemain matin, on est encore sous hypnose? Voilà, c'était une question que j'avais eue. Non. Il y a plein de peurs qui tiennent de la littérature, des films, des spectacles qu'on a vus sur l'hypnose. Ce qui est étonnant, c'est que l'hypnose, c'est avec la psychanalyse ce que les gens connaissent le mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas plein d'idées erronées sur l'un comme sur l'autre, mais tout le monde se fait une idée très claire sur ce qu'est, une idée très claire. En tout cas, a beaucoup de choses à penser sur la psychanalyse ou sur l'hypnose. Mais en général, cette pensée de l'hypnose, elle est héritée de ce qui se faisait au 19e siècle ou des croyances qu'on a autour de l'hypnose de spectacle. Et donc, ça crée plein de pensées erronées, comme l'idée de pouvoir posséder, rentrer en possession de quelqu'un, le diriger, le forcer à obéir. Non, ça marche pas comme ça. Le KGB a essayé pendant des années, je pense que les Américains ont dû essayer aussi, et non, ça marche pas pour ça, et tant mieux. Et de la même manière, plus on est dans un état hypnotique, plus on est confortable, donc oui, on a un peu la flemme d'en sortir, mais si on fait un petit effort, on y arrive. Et puis, quand on s'endort, alors ce qui est particulier dans l'hypnose, c'est qu'on peut souvent, quand la transe est profonde, on a l'impression de s'endormir. On ne se souvient pas de ce qui s'est passé. La remarque que j'ai le plus souvent, je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui a marqué ça dans le chat à un moment ou à un autre, c'est vous comptez de 5 à 1 dans l'induction, c'est-à-dire l'accompagnement hypnotique. J'ai jamais réussi à aller jusqu'au chiffre 1, j'ai jamais pu entendre la moitié de vos séances. C'est vrai, c'est faux.
C'est faux parce que c'est certainement parce que l'état hypnotique était tellement profond que c'est enregistré inconsciemment. C'est vrai parce que, au bout d'un moment, on s'endort vraiment dans une séance d'hypnose sur le sommeil. Je fais tout pour qu'on s'endorme vraiment. Donc il y a une partie qui passe à la trappe et c'est tout à fait normal. Et pour répondre à la question, si on s'endort pendant une séance d'hypnose, on s'endort vraiment et puis on se réveille le lendemain comme une fleur, ou pas comme une fleur, mais on se réveille le lendemain ou une demi-heure après. S'il y a du bruit, ça ne change rien. On n'est vraiment pas piégé dans un état hypnotique et quand le sommeil remplace l'hypnose, c'est le sommeil qui l'emporte, bien sûr, sans problème. Merci. Alors allons-y pour les thèmes. Voilà. Alors, j'ai un champ de coquelicots, une chocolaterie, voyager le long de la mer avec les couleurs de la Polynésie, un voyage dans le cosmos, encore le long de la mer, en Corse, en Bretagne, l'île de la Réunion, un voyage à la montagne, dans les nuages, un univers de contes de fées. C'est vous, Lucie, qui avez marqué ça? Non, j'avais pas écrit ça. J'ai pas fait part de mes suggestions parce qu'on en avait tellement. Oui, aussi un monde de coton. On va prendre la chocolaterie. Tiens. Ah bah voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, c'est ma préférée. Donc c'est ma suggestion préférée. Donc j'ai une petite fille qui a 6 ans et un bébé qui a 8 mois et avec ma fille, on a fait le tour déjà de tous les romans de Roald Dahl, qui est Charlie et la chocolaterie. Et c'est vrai, si vous n'avez pas lu Roald Dahl, lisez-le à vos enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants, si vos enfants sont grands, lisez Roald Dahl, parce que même si c'est censé être pour les enfants, c'est une vraie merveille. Et il y a des nouvelles qui sont, alors, pour le coup, uniquement pour les adultes, parce que de temps en temps, elles sont un peu sulfureuses. Ça, ne le lisez pas aux enfants, évidemment. Il comprendra pas, de toute façon. C'est très bien écrit, donc c'est une très belle littérature. Mais blague à part, Charlie et la chocolaterie, on va s'inspirer de cette thématique, j'aime beaucoup, et on va comme ça voyager dans un monde de sucre d'orge, de pays de cocagne, et avec ça induire la relaxation, le sommeil. Donc ce qu'on va faire, c'est que à la fin de la séance, Lucie interviendra à nouveau. Dans le replay, il y aura plus cette interruption à la fin et vous pourrez l'écouter en entier. Ceux qui, parmi vous, préfèrent rester dans un état hypnotique ou continuer à dormir, évidemment, continuez à le faire. En revanche, si vous avez quelque chose de prévu après, mettez un petit réveil parce que vous risquez fort de vous endormir, même si pour certains, on n'est pas encore à l'heure où ils s'endorment habituellement. Moi, je vais m'accrocher à moi-même pour pas m'endormir. Le numéro de téléphone, on s'était organisé avant, je vous passerai un coup de fil. Voilà. Oui. Ouais, parce que moi, par exemple, j'ai des commentaires qui ça m'amuse, ça me flatte un petit peu, ça me fait plaisir. Des gens qui disent, je croyais pas en l'hypnose. J'ai écouté une séance d'hypnose et je me suis réveillé le lendemain matin avec le clavier sur le visage, du clavier et de la bave aux lèvres. Véridique, hein. Ça se retrouve sur les commentaires YouTube. Donc, on peut tout à fait être surpris par l'hypnose. Donc, prévoyez le truc si jamais vous voulez faire autre chose après. On va Oui, peut-être justement pour éviter de trop casser cette belle et douce dynamique de relaxation. Comme je vous le disais, là c'est le premier webinaire qui est organisé par les éditions du Rocher jusqu'à mi-décembre, jusqu'au 15 décembre. Vous en avez beaucoup d'autres sur beaucoup de sujets, donc je vais vous les dire, histoire d'éveiller un peu votre curiosité intellectuelle avant de partir dans la relaxation. Mardi prochain, pour ceux qui le connaissent, vous avez le professeur Henri Joyeux, qui est chirurgien cancérologue, qui va parler du foie. Ça s'appelle « Votre foie a besoin d'amour », le foie, l'organe. Voilà. Le mardi d'après, le 24 novembre, je crois qu'il y en a qui nous écoutent. Ce sont des neuroatypiques. Donc, ce sont des personnes qui vont... on va avoir, par exemple, de la dyslexie, un TDAH,
des personnes autistes, des personnes qui pensent différemment. Et bien pour toutes ces personnes, mardi 24 novembre, il y a Claire Stride, qui est conférencière en neurosciences et qui est écrivain aussi, qui va parler du coaching, de l'auto-coaching en famille avec un focus sur les enfants neuroatypiques, sachant que voilà. C'est important de changer son regard et de percevoir ces manières différentes de penser, même les hauts potentiels, ce qu'on appelle les zèbres, de passer Oui, d'une sorte de vision critique où on compare par rapport aux gens neurotypiques à l'idée que c'est aussi une forme de richesse et des manières différentes. C'est absolument merveilleux. Et puis quand les parents ont la chance de regarder leur enfant en voyant toute un l'originalité émerveillement. qu'il a, ça change la vie et de l'enfant et des parents. Oui, sachant qu'en plus, quand on est soi-même neuroatypique, on a de très fortes chances d'avoir un enfant qui est neuroatypique. Donc ça, c'était le 24 novembre avec Claire Stride, mardi. Ensuite, nous aurons alors là un sujet d'écologie. Donc le mardi 1er décembre, vers la guerre des éoliennes. Donc, pour tous ceux qui sont un peu intéressés par ces sujets, qui sont militants écologistes, voilà, nous avons un lanceur d'alerte écologique qui va venir en parler le 1er décembre, Fabien Bouglet. Et ensuite, les deux dernières que j'ai annoncées, c'est une sur les reins, hein, donc toute par une néphrologue, et puis le dernier avec Nathalie Lévy, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, qui est une journaliste, qui va parler de son expérience d'accompagnement de sa grand-mère, donc toute une philosophie autour de la transmission intergénérationnelle et de la solidarité, du rôle des aidants en fait. Voilà, donc plein de bonnes ondes, plein d'outils utiles en fait, hein, que vous allez pouvoir probablement, en tout cas écouter si ça vous intéresse, tous les mardis soirs à 21h. Je vous mets le lien sur lequel vous pouvez tous les retrouver. Effectivement, j'ai des gens qui me demandent comment s'inscrire. Hop, donc je vous le mets sur le chat et puis nous allons maintenant partir ensemble dans une chocolaterie. Génial. Avec l'un qui a marqué non, tout sauf une chocolaterie. Oui, c'est ce que j'ai vu. Le chocolat hypnotique ne fait pas grossir. Et donc tout va très bien se passer. Je vais vous inviter à commencer à fixer un point. Et puis, comme on parlait de l'hypnose, sa manière d'accompagner au départ vers un état hypnotique. L'intérêt, c'est que ça devient de plus en plus réflexe, de plus en plus rapide. Et ça n'empêche pas, même en gardant le corps au départ, de faire des variations subtiles pour déjà guider vers un état émotionnel particulier. Et aujourd'hui, en parlant d'une chocolaterie, moi je pense à une vraie chocolaterie, à une grande usine merveilleuse de chocolat, quelque chose qui fait rêver tous les gamins. Et puis quand je vois mon sourire à l'instant, je me dis que ça continue à me faire rêver. Eh bien, ce terreau qui a forcément été présent dans votre imagination quand vous étiez enfant, on va pouvoir le retrouver et construire autour de ça une expérience de détente et, euh, et de sommeil. D'abord le sommeil de l'hypnose et puis ensuite le sommeil de la nuit. Et dans l'hypnose, l'idée c'est au fur et à mesure de s'abstraire de l'extérieur. Donc c'est pour ça que souvent au départ, on commence à fixer un point. Donc ne prenez pas mon visage ou la vidéo, fixez un autre point un petit peu au-dessus de la ligne de regard, parce qu'on dit que regarder comme cela permet d'imaginer mieux les choses. En tout cas, c'est une sorte de tradition. Je ne sais pas si c'est vrai, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous puissiez déjà, dans une sorte de recueillement, de moment où vous allez pouvoir vous détendre. Il faut que votre corps soit confortable parce que analgésique, c'est-à-dire vous avez le moins mal possible. L'hypnose d'ailleurs a cet avantage de vous permettre d'oublier la douleur et de s'endormir. C'est quelque chose de très précieux quand on sait que 30% de la population souffre de douleurs chroniques. Donc pour les aidants, c'est des minorités très importantes dans notre population. Alors, il suffit de fixer ce point, et au moment où vous fermerez les yeux, vous entrerez en transe, et pas la moindre importance. Pour ceux qui pratiquent déjà l'hypnose, ou la méditation, de la sophrologie, ou du yoga, ça arrivera évidemment beaucoup plus rapidement. Certains parmi vous auront un talent naturel pour l'hypnose, et puis d'autres prendront un peu plus de temps, mais on y arrive toujours.
C'est l'intérêt du langage hypnotique tel qu'il est conçu actuellement, c'est qu'on n'a pas d'échec et que tout le monde finalement est hypnotisable. Ça prend juste un petit peu plus de temps quand on le fait, et on y arrive dès le début et on y arrive de mieux en mieux en répétant. Et c'est pour ça, quand vous faites de l'hypnose, mettez-vous sur une base quotidienne. Non seulement parce que ça permettra de baisser votre stress, mais aussi parce que la qualité de l'état hypnotique, sa profondeur va aller en augmentant, va aller crescendo comme ça, mais sans effort. Moins vous ferez d'efforts et plus ce sera facile. Il y a des moments où volontairement, je fais faire en sorte que certains mots, certaines phrases vous échappent. C'est ce qu'on appelle les techniques de confusion, mais c'est une douce confusion. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'idée d'un monde de nuages ou d'un monde où tout serait ouaté, cotonneux. Eh bien, quand on crée un petit peu de confusion avec douceur, ça crée cette impression cotonneuse dans le cerveau. On s'échappe un peu et on se met à rêver. Et c'est quelque chose de très agréable. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, ma voix qui va se préciser en vous pour vous guider, mais aussi d'autres bruits plus ou moins proches. Ce qui est intéressant dans l'hypnose, c'est que c'est une sorte de discours intérieur qui va se mettre en place. C'est comme si au bout d'un moment, ma voix devenait un petit peu votre pensée, même si bien sûr à n'importe quel moment vous gardez le contrôle. Et au fur et à mesure, les bruits extérieurs auront moins d'importance et ma voix, elle, sera toujours davantage présente pour vous accompagner vers l'état hypnotique, aussi simplement que cela. Et puis pour ceux à qui je n'ai pas répondu à la demande d'hypnose ce soir, les autres thèmes, j'essaie de le faire par la suite pour que finalement votre désir soit réalisé, et parce que aussi ça me fait plaisir de pouvoir m'emparer de vos rêves personnels pour en faire des séances d'hypnose et vous aider à dormir. Et encore une fois, il n'y a pas d'effort à faire, simplement le fait de se poser, de se reposer comme ça, bien déjà se met en place un processus d'intériorisation. C'est ça l'hypnose, c'est une abstraction progressive, mais simplement au contact de ma voix. Et ensuite, quand vous referez l'hypnose, c'est comme si votre corps gardait le souvenir de l'état hypnotique, la transe, et vous verrez que les sensations vont se mettre en place de plus en plus, on va dire toutes seules en quelque sorte, d'une manière inconsciente. Et vous pouvez vérifier cette intériorisation avec des choses simples. C'est la respiration qui devient plus lente. Quand on fait une séance d'hypnose et qu'on s'observe dans cet état hypnotique, on observe une respiration vraiment très profonde, très lente, comme la respiration d'un enfant qui dort, par exemple. Et comme nos états émotionnels sont très liés à la respiration, quel qu'il soit d'ailleurs, eh bien, je vais vous inviter à prendre 2 inspirations profondes. C'est comme une sorte de rituel, comme pour passer à quelque chose d'autre, de grande et douce, dans un état hypnotique de plus en plus profond et dans un état qui va ressembler de plus en plus au vrai sommeil, au sommeil de la nuit. Mais pour ça, on a tout notre temps. Et tout ce que je vais dire et l'évolution de votre respiration, tout cela va vous diriger vers l'état hypnotique. Et donc, c'est pas grave si vous ratez certains moments. Si à certains moments vous reprenez le contrôle aussi pour analyser, critiquer, comprendre, ça fait partie du jeu, c'est tout à fait normal et c'est même très bien. Et donc pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle, devient plus profonde, plus calme et puis plus régulière aussi. J'aime beaucoup cette image des racines de calme. C'est vrai que quand on inspire cet air lentement, calmement, cet air frais, qu'il se diffuse dans les poumons, eh bien, ça ressemble un peu à des racines de calme, des racines qui se diffusent, même peut-être au-delà des poumons, et pourquoi pas avoir l'image d'un arbre de conte, d'un arbre au pays de cocagne, dans Pinocchio, on a aussi ça, un arbre, pourquoi pas, dont le tronc serait fait en chocolat et dont les fruits seraient faits soit en sucre, soit en massepain, un arbre fabuleux, un arbre de détente, un arbre qui serait une sorte d'ode à la magie et à la gourmandise. 4. Et puis d'autres sensations vont s'installer, mais encore toutes seules. Il y a ce qu'on appelle dans l'hypnose la dissociation.
associations et ça se situe à plein de niveaux différents. C'est pour ça, par exemple, que le corps peut commencer à devenir un peu plus lourd, mais sans qu'il y ait d'efforts à faire. Les bras un peu plus lourds, la respiration un peu plus lourde, un petit peu comme si le corps était là, d'un côté, immobile et lourd, et l'esprit qui commence à rêvasser, emporté par mes paroles et par son propre inconscient. Et dans cette sorte de légèreté de l'esprit, eh bien, cette légèreté laisse au corps une lourdeur calme, la lourdeur d'un sommeil de plus en plus lourd, celui de l'hypnose d'abord. Et c'est pour ça qu'il y a cette succession d'images. Imaginez, ressentez le corps lourd sur le lit lourd sur le sol. Ça ressemble aussi un petit peu à cette idée quand on était enfant et qu'on jouait avec les Lego, à faire des petites villes avec des Playmobil, etc. Quand on s'éloigne comme ça, quand on imagine la maison, l'immeuble ancré sur la ville ancrée sur la terre, il y a quelque chose de l'ordre du rêve, du jeu, de l'imagination, et puis parfois on se perd un petit peu et c'est comme ça qu'on se retrouve en hypnose. Alors la Terre est seulement ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancré dans l'univers et l'univers ancré dans le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. J'aimerais vous raconter une histoire un petit peu différente de celle que je raconte d'habitude. C'est souvent des histoires autour d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur qui rêvait du premier dormeur. Mais pourquoi ne pas s'appuyer sur simplement les souvenirs de votre enfance, ces moments où vous rentriez dans un magasin rempli de bonbons, rempli de chocolat, parfois simplement une petite épicerie pas très belle, mais qui pour vous avait un air de caverne d'Ali Baba, quand vous preniez ces crocodiles, ces fraises tagada, où vous alliez acheter du chocolat, ou bien parfois de vraies chocolateries, de vrais magasins ou des vraies confiseries quelque part, et puis même certainement glisser quelque part dans un livre de votre enfance, un monde merveilleux, un monde d'abondance, un monde de sucreries, alors peut-être le souvenir de la maison d'Hansel et Gretel, ou plutôt la maison de la sorcière, mais qui finalement, au-delà de l'histoire de sorcière, est un rêve merveilleux de l'enfance quand on s'imagine, eh bien, les murs en pain d'épices, les fenêtres en sucre, et toutes ces belles choses gourmandes. Eh bien, il y a souvent de la gourmandise quand on se souvient de l'enfance, des livres, des choses qui nous faisaient rêver, des goûts qui nous semblaient extraordinaires et que parfois on a oublié ou on croit avoir oublié plus tard et que l'on peut retrouver comme ça au détour d'une phrase, comme une sorte de Madeleine de Proust, beaucoup plus sucrée, encore plus enfantine, encore plus agréablement régressive. Et c'est dans le trésor des souvenirs de l'enfance, de ces moments où on rêvait de mets fabuleux, de pâtisseries merveilleuses, de chocolat, de bonbons, que l'on peut retrouver le plaisir du rêve de l'enfance, ce territoire merveilleux. Il est bon de se reconnecter à ça et les enfants en général sont formidables pour faire de l'hypnose parce qu'ils arrivent encore à être près de leur capacité d'imaginer. Ils sont accessibles encore à la fantaisie, au fantastique. Ils s'imaginent des choses et c'est extraordinaire et je pense que on ne devrait pas oublier cette capacité à réinventer le monde, à l'imaginer et à le recouvrir de fantaisie, de magie. On en est tout à fait capable encore, il suffit de prendre un peu le temps, par exemple de le retrouver avec l'hypnose. C'est pour ça que vous entrez de plus en plus en transe. 2. Alors vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Pendant que les pensées se font, se défont, forment d'autres formes, d'autres sous-formes. Dans la construction que l'on peut avoir de soi-même, dans cette phrase que j'aime répéter, faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire.
dans toute cette capacité à rêver d'une rêverie, a daydream comme on dit en anglais, la rêverie du jour, où vraiment le rêve, ce continent merveilleux que l'on fréquente toutes les nuits, et que l'on oublie au matin. Pourtant, ce continent est peuplé de choses merveilleuses. On peut devenir qui on veut, vivre ce qu'on veut. C'est le monde de la fantaisie, le monde de l'inconscient, le monde du changement. Et c'est bien de donner comme ça, comme si on saupoudrait un petit peu, non pas de sable, comme le marchand de sable, peut-être est-ce cela, mais un petit peu de fantaisie et de magie, justement, sur sa vie. Il est temps de fermer les yeux, si ce n'était pas déjà le cas, et de vous laisser porter par cette sensation agréable qui sera de plus en plus profonde, douce, à mesure que vous allez répéter les séances, progresser dans le livre, écouter mon podcast ou les chaînes YouTube ou simplement reprendre cette séance, car à chaque fois que vous la referez, vous aurez une expérience différente, toujours dirigée vers le calme et le sommeil, mais toujours différente, parce que déjà, quand on lit un livre, eh bien, il y a deux créateurs, il y a l'auteur, mais il y a aussi la personne qui le lit, qui peuple, qui donne matière au squelette, en quelque sorte, donné par l'auteur. Et dans l'hypnose, c'est encore plus fort que ça, c'est-à-dire que les mots servent à ouvrir une capacité d'imagination, une capacité de changement, et les évocations que je vais faire, vous allez les laisser peupler votre imaginaire, et comme l'inconscient est multiple, changeant, il pourra vous faire vivre une expérience différente chaque soir pour vous endormir et vous permettre de vous relaxer. C'est-à-dire que vous avez en vous, même si on a tendance à l'oublier, et une capacité de calme, et une capacité à dormir, et aussi vraiment quelque chose de créatif. On ne peut pas rêver sans être créatif. Simplement, de temps en temps, on se dit qu'on n'en est pas capable, qu'on n'a pas cette richesse en nous, et pourtant c'est quelque chose que l'on peut développer. Et vous voyez, par exemple, ce soir, d'avoir ce thème que vous m'avez proposé, c'est l'occasion merveilleuse de laisser mon imagination vous servir de guide et créer un monde pour vous. Mais ce monde, c'est vous qui allez le peupler, le faire vivre, vous, plus précisément, votre inconscient, à mesure que la transe va progresser, parce que la respiration, toujours plus lente et plus calme, va vous permettre d'entrer toujours plus dans cette détente. Et dans ces moments où la pensée oublie d'oublier, ou en tout cas n'est plus dans une sorte de repère fixe, le moment où on n'est plus en train de pousser une idée, mais de se laisser porter par le début d'un rêve et d'une imagerie, d'une rêverie, de la même manière que l'on rêvasse et que l'on pense, et que souvent, dans cette rêverie, il y a le changement, les solutions qui apparaissent, une manière de détendre son esprit et de voguer ensuite vers le sommeil et vers la transe. Vous rentrez un peu plus dans le sommeil de la transe, de cet état hypnotique doux, de ce massage pour le cerveau, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que le corps se détend, parce que les muscles se détendent, parce que la respiration de plus en plus lente, ample, calme et régulière, et comme le mouvement d'un berceau, elle vous berce, vous guide, et ma voix, peut-être comme une berceuse, ou peut-être comme quelqu'un qui vous lirait une histoire, ou peut-être autre chose, est là pour vous guider simplement au centre de vous-même, dans cet état de douceur, de rêverie, d'imagination, cet état inconscient et merveilleux qui est en quelque sorte ce pays de cocaïne de l'imagination. C'est très drôle d'ailleurs quand on y pense, parce que l'idée du pays de cocaïne, cet endroit où on ne manque de rien, où les fruits poussent tout seuls, où les gourmandises sont à chaque coin de rue, cette idée d'abondance, comme dans la corne d'abondance d'ailleurs, c'est une idée que l'on retrouve dans tous les pays d'Europe, dans beaucoup de contes, et
en fonction des pays, on a toujours cette même sonorité. Parfois on parle de cocaïne, parfois on parle de cocaïne, parfois c'est des sonorités comme ça, mais toujours il y a peut-être dans notre inconscient collectif l'idée d'un lieu magnifique consacré à la gourmandise, à l'abondance, et qui sert finalement de base à notre imagination à tous. Et comme je vous le disais, on le retrouve dans Pinocchio, on le retrouve dans de nombreux contes, Hansel et Gretel dans une version un peu plus limitée, on le retrouve aussi dans Roald Dahl et ses contes merveilleux, et surtout Charlie et la chocolaterie. Et maintenant, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse imaginer une très belle enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a un ticket d'or, un ticket doré. Et ce ticket doré va vous permettre de visiter la plus merveilleuse chocolaterie du monde. Une chocolaterie mystérieuse parce qu'on ne voit jamais personne de l'extérieur, on ne voit jamais d'ouvriers qui viennent travailler. Et puis, de l'extérieur, les cheminées laissent s'échapper des volutes roses, vertes. Et les bonbons et les chocolats qui sont vendus partout ont un goût magnifique. Le goût de la gourmandise, le goût de l'enfance, un goût merveilleux. Et il serait trop long de faire la liste de toutes ces gourmandises, mais surtout, il y a un grand mystère autour de cette chocolaterie. Qui produit ces chocolats? Qui les crée? Alors, vous pouvez vous sentir privilégié parce que vous avez dans cette enveloppe ce grand ticket d'or qui va vous permettre de rentrer dans cette chocolaterie. Et ce qui est merveilleux avec l'inconscient, c'est que c'est lui qui va décider de la forme qu'aura cette chocolaterie. Pour certains d'entre nous, ce sera une chocolaterie un peu victorienne, de la première, de la seconde révolution, alors pour la seconde révolution industrielle bien sûr, pour l'époque victorienne, mais peut-être quelque chose d'un peu plus ancien. Pour d'autres, ce sera une usine un peu plus moderne. Pour certains, il y aura partout de grandes surfaces de verre, pour d'autres, des grandes surfaces en briques. Pour certains, le ciel sera bleu et simplement traversé de nuages de couleurs, de la fumée, dont l'odeur merveilleuse s'empare de la ville, qui fait que, à certains moments, toute la ville sent la barbe à papa, l'odeur du chewing-gum que vous préfériez quand vous étiez enfant et avec lequel vous faisiez les plus grosses bulles possibles, ou bien simplement une odeur délicieuse de chocolat au lait ou de guimauve. Chaque personne va avoir une manière différente de se représenter cette chocolaterie, et de rêve en rêve, de séance en séance, elle pourra prendre des formes différentes. Et c'est très bien comme ça. Et accompagné de ma voix qui va devenir le vent, qui va se transformer en personne, en lieu, en objet. Ma voix qui va co-créer avec vous cet univers magnifique. Vous allez pouvoir entrer dans cette chocolaterie et observer cette première salle immense où coule une immense rivière de chocolat fondu. Tout le monde a, chaque personne a en soi, vous en particulier, cette odeur délicieuse du chocolat fondu, celui qu'on lâche discrètement quand on prépare un gâteau au chocolat. On essaye de le faire qu'une seule fois, puis on le fait 2 fois ou 3 fois. Cette odeur merveilleuse, synonyme de pâtisserie, de gourmandise, d'enfance. Et voir comme ça une grande rivière de chocolat, entourée d'une végétation faite uniquement de gourmandise, de friandises, de bonbons,
eh bien cela est un spectacle fascinant. Cela fait rêver, cela fait retrouver en nous cette part de l'enfance, l'enfant qui n'a pas disparu, qui a simplement été recouvert de couches d'habitude et de sérieux, mais qui est toujours là et qui ne demande que votre autorisation pour sortir, pour se détendre, pour ressentir de la gourmandise et bientôt l'envie de dormir, en passant d'abord par cette relaxation merveilleuse. Et tout autour de cette rivière de chocolat, ou peut-être est-ce un fleuve, s'il est très grand, qui sait, eh bien il y a une végétation, peut-être une forêt, comme nos forêts, avec de beaux chênes, des hêtres, des châtaigniers, ou peut-être quelque chose de plus exotique, comme une forêt tropicale, la jungle. Ce sera amusant d'imaginer des lianes faites de guimauve, d'imaginer le tronc des arbres en chocolat, les feuilles en aspin, les fruits comme autant de friandises. Et là, c'est votre inconscient qui prend toute la place. C'est lui, le réalisateur, le concepteur, c'est lui, le créatif dans l'histoire. Et vous allez pouvoir de plus en plus voir les images se préciser, les sons, forcément le bruit de ce fleuve, de cette rivière de chocolat, mais aussi les odeurs. On en parlait tout à l'heure, l'odeur magnifique du chocolat, l'odeur des friandises, et puis pourquoi pas les sons aussi. Y aura-t-il dans cette grande et merveilleuse chocolaterie des petites créatures humanoïdes et étonnantes, comme dans le conte, plutôt comme dans le roman de Roald Dahl, ou bien des animaux? Seront-ils là simplement pour la beauté, pour se nourrir de friandises? Ou bien seront-ils eux aussi faits de chocolat, de choses délicieuses? C'est votre imagination qui est au pouvoir. C'est elle qui crée ce monde merveilleux. Et il servira de base pour la prochaine fois où vous viendrez le visiter. Mais les choses auront pu changer également. C'est votre inconscient qui décide. Alors prenez le temps d'observer ce lieu magnifique. Et je vous propose de prendre ce bateau, pour l'instant, qui est amarré près de vous sur la rivière. Un bateau merveilleux. Un bateau qui invite au rêve, mais aussi au repos. Sûrement avez-vous déjà imaginé l'impression que cela ferait de s'endormir sur un bateau, sur un simple canot, ou bien pourquoi pas endormi avec son amour sur une gondole, ou bien simplement comme ça, ballotté, bercé par les flots. On se laisse dériver et les pensées s'accrochent et se décrochent, bien sûr. Et cela fait du bien. Installez-vous confortablement et dans une sorte de flânerie et de paresse sublime, laissez ce bateau vous faire visiter cette chocolaterie, cet endroit où l'on conçoit les plus merveilleux chocolats, des pralinés, des ganaches, des chocolats aux épines, des chocolats avec des goûts subtils, peut-être avec des morceaux de guimauve, du nougat, toutes ces choses bien trop délicieuses. Et vous allez pouvoir, au fur et à mesure,
vous laisser porter et voguer tranquillement pour découvrir un autre univers. Cela pourrait être par exemple un univers polaire, fait d'une neige, des igloos, des ours. En quoi serait fait ce décor? Est-ce que l'igloo sera en guimauve? Est-ce que la neige sera faite de sucre parfumé à la vanille, à la noix de coco? De quelle manière votre inconscient va-t-il habiller ce décor et vous laisser rêver aussi simplement que cela? Se laisser guider par les odeurs, rêver en observant tout cela, entendre peut-être le clapotis du chocolat fondu, et puis continuer à dériver tout doucement vers un sommeil, vers un rêve de plus en plus profond et doux et calme. De plus en plus détendu. Et quel autre univers allez-vous découvrir? Pourrait-on rêver, par exemple, que tout en restant sur ce fleuve, vous vous trouviez dans un paysage sous-marin? Les algues seraient faites, par exemple, de petits bonbons gélifiés. Il y aurait dans cette eau une odeur de sirop, sirop de grenadine, sirop d'orgeat, sirop d'amande, sirop à la menthe. Et encore une fois, tout pourrait être constitué de friandises. Les rochers seraient faits de chocolat, bien sûr. Et les poissons seraient faits en massepain, en pâte d'amande. Comme ces petits animaux qu'on nous achetait parfois enfants et qui étaient conçus en pâte d'amande. Des petits cochons roses en pâte d'amande, des poissons. C'est une tradition qui existe encore dans certains lieux. Dans certaines pâtisseries un peu vieillottes, on garde cette tradition qui a fait rêver tant d'enfants. Mais encore une fois, ce spectacle sous-marin, les friandises qui le constituent, c'est votre inconscient qui va le créer. Ma voix n'est là que pour servir de suggestion, de cadre, d'accompagnement, et vous permettre d'entrer de plus en plus, comme vous le faites maintenant, dans une détente de plus en plus forte, de plus en plus profonde, et un sommeil bienheureux, car déjà, votre esprit se met à rêver, et c'est la porte grande ouverte vers le sommeil, le rêve, la voie royale, vers l'inconscient bien sûr, mais surtout vers le sommeil. Il suffit de rêver. Et quoi de mieux qu'un paysage fabuleux, un paysage sous-marin, fait seulement de friandises et d'imagination. Et tout en vous laissant porter par ce fantastique bateau qui pourra, pourquoi pas maintenant, vous guider vers les nuages, des nuages en marshmallow, un soleil au goût de citron, des oiseaux qui volent, constitués uniquement de bonbons. Et pourquoi pas un arc-en-ciel dont vous pourriez casser le demi-cercle pour le dévorer dans votre inconscient. À partir de maintenant,
Ce bateau va vous guider sur les chemins de votre imaginaire, sur les chemins de vos rêves. Vous pourrez certainement croiser des maisons faites uniquement de friandises. Vous pourrez peut-être retrouver l'un des endroits, l'un des paysages, l'un des pays que vous préférez, dans une version gourmande, sucrée, enfantine, comme dans un jeu vidéo, certains jeux vidéo, ou comme dans ces livres d'enfants où les couleurs étaient tellement belles, tellement fortes que rien que les images, quel que soit le thème, les images ressemblaient à des friandises, à des bonbons. Et on s'en souvient encore maintenant. À partir de maintenant, donc, c'est votre inconscient qui va créer le décor. Continuez à créer pour vous cette douce aventure. Et au fur et à mesure que les images, les sons, les sensations vont continuer à se préciser, eh bien, vous entrerez dans une transe de plus en plus profonde et de plus en plus calme. Et ma voix, elle, va se faire bientôt au chuchotement. Elle sera juste là pour vous accompagner, mais plus en retrait, simplement là pour continuer à faire prospérer en vous le calme de l'hypnose et vous diriger en douceur vers ce pays, le pays des rêves, le pays de tous les contes, de tous les mystères, ce pays qui en nous nourrit la plus merveilleuse qualité, la créativité, le sommeil qui porte conseil, le sommeil qui apaise, le sommeil qui permet à chaque nouvelle journée d'être vraiment nouvelle et porteuse de nouvelles promesses et de nouvelles chances, et un repos parfois simplement quand la peine est trop présente. Le sommeil, si important, le sommeil polymorphe, les rêves, l'inconscient, l'hypnose. Ma voix n'est plus qu'une excuse, et votre respiration toujours plus profonde alors que vous voguez vers de nouveaux paysages, dans cette chocolaterie qui semble grande comme le monde et mystérieuse comme le sommeil, peuplée de magie. L'esprit se laisse porter, le corps toujours plus lourd, l'esprit qui s'allège, la détente. Et c'est dans cette sorte d'entrelac, dans ce moment où les pensées deviennent plus des rêveries et les rêveries des mondes, là où l'inconscient naît de lui-même comme une première cause, le premier moteur d'une rêverie merveilleuse, dans et sur les chemins de la conscience, avec ce fond de voix, de pensée, de sensations, dans ce glissement toujours calme, merveilleux, vers la transe, cette chocolaterie, la rêverie de l'enfance, le rêve, ce rêve qui parfois prend toute son autonomie et nous emmène encore un cran plus loin quand le corps lourd et l'esprit maintenant à la fois léger et en même temps parfois embrumé, cotonneux, dans cette sorte d'interstice entre la veille avant et le sommeil maintenant, dans cette manière de relier, de créer une sorte de pont, de perception
plus ou moins proches, bien sûr, plus ou moins lointaines, dans cette recréation permanente, dans cette découverte de trésors insoupçonnés, dans cette richesse du moi, dans toutes ces choses que vous ignorez de vous, qui pourtant sont là, prêtes à répondre aux défis d'une vie et à créer de merveilleux mondes et des rêves encore plus merveilleux. Dans cette combinaison subtile de la pensée qui se pense, des souvenirs comme autant d'images, des rêves comme autant de projections, dans le secret des cœurs, bien sûr, dans le silence des esprits, dans la profusion des images, de l'inconscient, des sensations, dans la possibilité permanente de changement, dans la douceur des jours et le réconfort des nuits. Guidé par ma voix, vous vous endormez de plus en plus. Et ma voix et cette balade, ce bateau, ces friandises, ces paysages, eux aussi des excuses pour simplement s'endormir davantage, lâcher prise et s'endormir comme si on fermait les yeux à nouveau. Dans le rêve, on peut dormir dans un rêve, dormir encore plus que l'on dort, doublement dormir, et trouver le repos total et de l'esprit et du corps lourd et calme, bien au chaud, bien tranquille, dans la sécurité la plus complète, doucement bercé par le son de ma voix, qui est plus maintenant une musique, un refrain, un timbre, qu'un sens précis, seulement une évocation progressive vers le sommeil, vers la nuit, vers la tranquillité profonde, sereine du sommeil, dans le son même du son qui se crée, se transforme, dans ces mots qui sont comme autant de vases, contenant autant de sensations elles-mêmes, remplies d'autres sensations et de souvenirs, comme ces matrioshkas, ces babouchkas, ces poupées russes, ces poupées gigolles. Un rêve dans un rêve dans un rêve. Le conscient, l'intérieur, le préconscient, l'inconscient, et le rêve et le sommeil encore plus loin. Vous dormez et la fantaisie de l'imagination et des rêves et le son de ma voix, calmement de plus en plus en transe, vous endormez, vous dormez, vous dormez. Merci Benjamin. Je souhaite à tous ceux qui vous ont écouté un très bon sommeil, une très bonne nuit et de très belles nuits aussi à venir. Tous ceux qui continueront à vous écouter, soit sur le CD qui est dans votre livre et soit via votre chaîne YouTube ou même sur les podcasts Inspiration du Figaro. Merci. Merci à vous.